si je reprends et que j'enchaîne, on reprendra les chiffres un peu plus en détail la fois prochaine. Mais ce qu'on peut retenir d'ores et déjà, c'est que les premiers résultats, alors vous avez peut-être pressenti là sur le cas des musées et des théâtres, que ça restait des pratiques minoritaires dans la société et que le niveau de diplôme était important pour expliquer le fait, enfin pour en tout cas les personnes qui ont des niveaux de diplôme élevés sont beaucoup plus susceptibles d'aller au théâtre ou au musée que les personnes qui n'ont pas ont très peu de diplômes. Il y a une corrélation. Et effectivement, les premières enquêtes apportent des résultats assez décevants. Parce que les politiques de démocratisation culturelle, à la lumière de certains chiffres, peuvent apparaître comme assez inefficaces. Alors, il y a notamment une des premières enquêtes de Pierre Bourdieu et Alain Darbel qui a fait date, qui s'appelle « L'amour de l'art », qui portait sur les musées d'art européens et leur public. Vous l'avez dans la bibliographie, qui est parue chez Minuit en 1969, mais c'était une enquête qui avait été menée sur le long terme dans les années 60, avec une équipe, un travail d'équipe. Et donc, il y a énormément de statistiques dans cette enquête. Et on voit que, en fait, il y a des variables très importantes, comme le niveau de diplôme, en fait, qui est la variable quasiment la plus importante, la plus corrélée au fait d'aller dans les musées d'art. Et puis, des variables aussi qui renvoient à la socialisation familiale. Par exemple, il y avait des questions sur à quel âge êtes-vous allé pour la première fois au musée. Et on constate que ceux qui sont allés au musée très jeunes, en fait, ils ont de plus fortes probabilités d'y aller, y compris à l'âge adulte, en fait. Donc, voilà, une influence de l'origine sociale, une influence du niveau de diplôme et de l'éducation. Et alors, Pierre Bourdieu, il explique, en fait, la déception de ce résultat par le fait qu'il n'y a pas de besoin culturel qui a pu se constituer, en fait, auprès des populations qui n'ont pas eu l'éducation à l'art, soit dans la famille, soit à l'école, sachant que c'est un des constats de l'amour de l'art d'ailleurs, que en fait l'école secondaire, et ça n'a pas substantiellement changé, je crois, depuis. Il n'y a pas vraiment de cours d'histoire de l'art à l'école obligatoire. Enfin, il y a des cours d'art plastique, d'expression artistique par l'art, mais c'est vrai que en France, on n'a pas une éducation dans l'enseignement secondaire, on n'a pas des cours très solides liés à l'art. Bourdieu et Darbel faisaient ce constat dans les années 60. En tout cas, sachant que Bourdieu, il avait foi, Bourdieu étant lui-même, comme Richard Hogarth, un transfuge de classe. Vous voyez, ici, on ne parle quasiment que de transfuge, même quand on vous parle d'un sociologue. Bon, Bourdieu, vous avez un petit peu des petites notions sur son parcours. Un Béarnais donc il est issu son père était postier dans le Béarn, sa mère ne travaillait pas, il est fils unique. Et il a réussi par ses bons résultats scolaires, en fait. Il a une agrégation de philosophie, l'école normale supérieure, et donc il a été un petit peu déraciné pendant ses études supérieures, puisqu'il est allé à Paris dans des classes préparatoires, qu'il a perdu son accent provincial. Mais voilà, il y a toute cette trajectoire qui est un peu commune avec celle d'autres sociologues, donc comme Jean-Claude Passeron, avec qui il travaille, parce que il y avait pour le coup, alors démocratisation culturelle. Ça, on voit que le bilan n'est pas forcément très enthousiasmant. Mais en ce qui concerne la démocratisation scolaire, à ce moment-là, on a un ascenseur social qui fonctionne assez bien. Au moment, pour la génération des Bourdieu, des Passeron, toute cette génération aussi un peu bon, voilà. En tout cas, ils ont accédé, disons, par les études, à un statut social qui les a détachés, du moins culturellement, de leur milieu d'origine. Ok ? Voilà. Et donc, en tout cas, cette enquête, je suis désolée, je fais beaucoup de digressions, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, j'espère que c'est quand même assez clair. En tout cas, le résultat de ces enquêtes répétées, puisque vous voyez, il y a eu 6 éditions jusqu'en 2020, globalement, c'est que la fréquentation des établissements culturels, et surtout des établissements et des institutions les plus distinctives, on a donné l'exemple du théâtre, du musée,
Ça reste une pratique assez exceptionnelle, familiale, touristique. Alors Olivier Donat, il commente la présence de cumulards, ce qu'il appelle des cumulards, c'est-à-dire des individus qui vont cumuler un petit peu toutes les pratiques culturelles les plus distinctives, et des individus qui sont généralement plutôt favorisés socialement et qui ont un bon niveau de diplôme. Donc vous voyez qu'on est loin, avec ce cumulard, on est assez loin de l'amateur éclairé qui était imaginé, rêvé par Malraux. Donc les résultats confirment le poids des variables sociologiques lourdes. Au premier chef, le niveau de diplôme, qui est très important. Alors surtout pour certaines... encore une fois, pour certaines pratiques culturelles. Mais aussi le sexe. Alors ça a bien changé avec le temps parce que les femmes ont accédé de manière continue et irréversible à l'éducation, mais on oublie trop vite que c'est une conquête assez récente, en fait. C'est vraiment... les femmes, elles vont arriver en masse et de manière irréversible sur le marché du travail après la Seconde Guerre mondiale et depuis les années 60, mais c'est quelque chose qui est récent, cet accès à l'éducation. Donc, le sexe, on voit que c'est une variable importante, l'âge, la PCS, l'origine sociale, la taille de la commune de résidence, toutes ces variables sociologiques lourdes, elles pèsent, en fait, pour expliquer les logiques de différenciation dans l'intensité de l'exposition à l'offre culturelle. Et lorsqu'on intègre, parce que bien sûr, et c'est encore plus le cas donc avec la dernière enquête de 2020 et avec les confinements qu'on a connus, lorsqu'on intègre le numérique et toutes les cultures qui sont disponibles en ligne, qui se sont donc massivement diffusées à la population, ça n'infirme pas complètement ce constat du poids des variables sociologiques lourdes. Parce que les individus, quand on regarde après comment ils utilisent le numérique et le multimédia, on voit qu'il y a des usages différenciés. Enfin, on reviendra un peu plus en détail. Je vais vite pour avancer dans le cours, et puis on reviendra un petit peu ensuite. C'est la même chose avec les lois aussi, la réduction du temps de travail et le temps libre. Parce que quand bien même on a davantage de temps libre, en fait, eh bien, les individus qui appartiennent à différents milieux sociaux n'ont pas la même manière de profiter du temps libre. Les ouvriers vont avoir tendance à réduire la journée de travail, alors que les cadres vont dégager des demi-journées ou des journées pour aller faire des loisirs, et notamment des loisirs culturels. En fait. Donc il n'y a pas eu de rattrapage espéré par la politique de démocratisation culturelle qui aurait concerné les ouvriers ou les agriculteurs, mais il y a eu plutôt historiquement, là je vous parle des grandes tendances historiques, la grande tendance historique c'est plutôt au gonflement des catégories de la population qui sont les plus coutumières des sorties culturelles et des équipements culturels. Les pratiques de ces populations vont augmenter plus que le public va réellement s'élargir. C'est-à-dire qu'ainsi, il y a plus d'individus qui se présentent pour profiter des musées et des expos, c'est pas tant qu'il y a une diversification de ces publics que, en fait, il y a des personnes qui en font plus. Ça va ? Et il y a une génération, alors qui ressort aussi, si vous avez lu le polycopier sur la dernière enquête, sur les pratiques culturelles des Français, c'est l'importance des générations. C'est l'importance des générations
et notamment des baby-boomers. Donc la génération du baby-boom, qui était aussi, qu'on retrouve un petit peu autour de mai 68, parce que c'est les jeunes, ceux qui étaient jeunes au moment de mai 68, et qui en fait ont toujours eu un engagement fort dans les activités culturelles. Donc il y a aussi l'importance de l'appartenance générationnelle, qui se distingue en matière de pratique, de lecture, de visites muséales, patrimoniales, de sorties au spectacle, etc. Voilà. Et alors là, tout ce que je vous dis, c'est un petit peu nuancé par la dernière enquête quand même, qui voit dans certains cas une petite réduction des écarts, des écarts sociaux. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réduction des écarts dans certains cas, notamment les bibliothèques, le spectacle vivant, le théâtre. Mais, par contre, ça va s'accroître, les écarts sociaux, pour le musée, les expositions, les monuments. Donc, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas d'évidence qui toucherait absolument tous les lieux culturels. Bon, et surtout, la dernière enquête, là où elle est très intéressante, mais vous ferez le point avec Élodie plus avant sur cette question-là, c'est sur les cultures numériques. Alors, j'ai oublié de vous... en fait, les liens entre sociologie de la culture et politique culturelle publique, c'était une première petite flèche dans ce petit 2. Et vous pouvez mettre une deuxième petite flèche, mais je ne poursuivrai pas pour aujourd'hui, ce sera simplement pour la prochaine fois. Des enquêtes aux théories de la domination et de la reproduction. Donc vous pouvez écrire des enquêtes aux théories de la domination et de la reproduction. Des enquêtes aux théories de la domination et de la reproduction.